Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Vous aimez les comics, ça tombe bien. Vous aimez la bande dessinée, ça tombe bien aussi, puisque les comics en fait, c'est de la bande dessinée. Et vous avez appuyé sur lecture aujourd'hui pour écouter une nouvelle émission du format Back Issues. Le concept, il est très simple. C'est simplement deux connards sur un canapé qui vont vous parler des dernières bandes dessinées qu'ils ont lues. Je m'appelle Arnaud et il y a avec moi Corentin. Salut. Tu vas bien ? Oui. Parfait. Merci. Eh bien, écoute. C'est sympa de demander. Ça me fait plaisir. Bonjour Arnaud, ça va ? Ça va, c'est super, méga forme. Cool. Alors, aujourd'hui, Corentin, on a lu des comics et on va en parler. Et c'est un peu assez incroyable ce qui est en train de se passer, Corentin, puisqu'on va commencer par du Batman. Une fois n'est pas coutume, il faut savoir que Urban Comics a sorti quelques bande dessinée Batman en ce début d'année et non pas sans raison, puisque à partir du mois de mars prochain, il y a un certain film The Batman de Matt Reeves qui sort et donc c'était un prétexte pour Urban Comics de publier du Batman, non pas qu'ils aient besoin forcément de prétexte pour publier du Batman, mais il faut savoir qu'en fait que cette année, il y a quelque chose qui s'est passé, on va dire d'assez rare, c'est que DC Comics et Warner ont réellement sorti une liste des comics officiels qui ont inspiré le film de Matt Reeves. Et en fait, ça paraît tout bête, puisque bien entendu, chacun des films précédents qui sont sortis ont des références assez évidentes. Mais malgré tout, en fait, Warner ou DC n'avaient jamais forcément fait de liste officielle comme ils l'ont fait aujourd'hui. Donc, ça permet d'avoir vraiment un stickers, les albums du film The Batman, qui est donc sur la couverture même de certains de ces titres. Et donc, on va s'intéresser à un en particulier puisqu'il est porté par un artiste et auteur de légende, le regretté Darwyn Cooke. Et donc on parle de l'album Batman Ego qui contient donc le récit éponyme écrit et dessiné par Darwyn Cooke, mais aussi quelques autres petites histoires pour en fait clairement l'idée ça a été de compiler dans un seul album et c'est ce qui avait d'ailleurs été fait il me semble en VO avec un titre qui s'appelle pareil Ego and Other Tales. Donc là c'est vraiment essayer d'avoir le maximum de Darwyn Cooke sur Batman en VF. Corentin, c'est pas de l'inédit complet puisque Batman Ego avait déjà été publié précédemment en France. De mémoire, il me semble que c'est chez Panini Comics. Corentin, que peut-on dire un petit peu de ce récit qui s'intéresse beaucoup à explorer la psychologie de Bruce Wayne et puisqu'on va avoir en fait Batman qui après une affaire en fait où il se retrouve indirectement responsable de la mort d'une personne à laquelle il était à la poursuite, va complètement en fait se remettre en question et va discuter avec son avatar, son alter ego de chauve-souris pour savoir en fait c'est quoi son but en tant que justicier, quelle est vraiment en fait la finalité de ses actions, et ça forcément ça interroge aussi la question de la santé mentale de Bruce Wayne. Ça interroge tout en fait, ça interroge la plupart des thèmes communs à l'œuvre de à la carrière de Batman. C'est un dialogue interne entre effectivement Bruce Wayne et sa personnage chauve-souris qui est matérialisé sous les traits d'un monstre. D'une grosse chauve-souris géante en cape. Ouais, quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs dire qu'elle a en partie aussi inspiré une scène de Batman v Superman où Batman apparaît depuis une tombe et enlace Bruce pendant un cauchemar. Ouais. Cette iconographie-là, effectivement, qui est plus proche généralement de ce qu'on voit chez Daredevil, par exemple avec Yellow ou avec quelques autres œuvres comme ça, ça fait partie effectivement des grands points de référence de la bibliographie Batman. Pour beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes, il y a quelques autres scénaristes qui auparavant avaient déjà commencé à poser cette idée-là, puisque Ego ça apparaît en 2000, même si on perd un peu le passage du temps, évidemment DKR c'était longtemps avant, et il y avait déjà ce rapport de l'homme faible face au costume, etc. Sauf que là on va interroger d'autres détails, déjà le rapport à l'enfance, avec les vieux souvenirs de Zorro, le rapport de Zorro à Batman par exemple. Quelques discours, quelques scènes, ouais, c'est ça, familiales en fait, même une scène de dîner ou de cadeau de Noël du matin en fait, où c'est finalement assez rare en fait qu'on s'intéresse à la vie de Bruce Wayne avant le décès de ses parents. Ouais, ce que Cook disait, c'est que lui, c'était le but de l'histoire, c'était et si on arrivait à mettre Bruce Wayne et Batman dans la même pièce et qu'ils se disaient enfin tout ce qu'ils avaient à se dire depuis le début. Donc c'est un roman graphique qui est édité en 2000 chez DC Comics au départ, qui avait été validé par Mark Chiarello, le grand Mark Chiarello. Grand directeur artistique de DC Comics. Ouais, qui là d'ailleurs profite d'une meilleure colo parce qu'à l'époque, effectivement, le grain était un peu différent et il n'y avait pas encore la maîtrise des couleurs numériques qu'on a aujourd'hui par rapport au papier. On a un Batman qui est vraiment présenté comme un monstre, comme le Dr Jekyll, le Mr Hyde de son Dr Jekyll. On a une question sur le fait d'emmener des enfants à la guerre, par exemple avec Robin, et pourquoi effectivement cette espèce d'incohérence
de la vie de Robin dans la vie de Batman, etc. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ça fait partie des grandes histoires post-DKR Killing Joke de la bibliographie Batman. C'est Cook au dessin, c'est donc extraordinaire. Il n'est pas encore totalement dans sa forme finale, on va dire. Non, pas du tout. En termes de traits, là, il y a même des rapports un peu à Mignola, on va dire, des traits un peu cassés, déstructurés. Une iconographie, une mise en scène qui joue beaucoup sur les ombres, sur les regards paralysés de peur et les bouches aussi qui sont souvent assez exacerbées avec des grosses mâchoires. Il y a déjà des travaux, d'utilisation de la perspective et voilà, des formes grises et noires qui sont assez extraordinaires. Enfin, c'est très très beau, c'est très très bien écrit. Il y a effectivement voilà le rapport au Joker. C'est très complet en fait. Je pense que c'est une des histoires les plus perméables si vous voulez découvrir Batman. Si vous voulez rentrer dans pourquoi c'est bien Batman et pourquoi c'est intéressant et c'est bien écrit, enfin c'est profond et même si vous voulez comprendre un peu des points de chronologie, c'est que là par exemple il cite explicitement Killing Joke pour revenir sur l'origine du Joker et pourquoi Batman a créé le Joker et donc en quoi il se sent responsable de lui. Donc c'est pourquoi ces actions en fait il l'a jamais tué parce que voilà c'est lui qui l'a créé, etc. Quelque part même des choses que d'autres auteurs exploreront plus tard comme un Sean Murphy par exemple avec White Knight sur pourquoi en fait Batman crée lui-même en fait des catastrophes, c'est-à-dire qu'en voulant faire le bien de toute façon il arrive toujours à tirer quelque chose d'encore pire et que c'est même lui effectivement qui crée l'apparition des vilains en costume alors que techniquement avant l'apparition de Batman Gotham City souffrait déjà d'une criminalité mais qui était fait on va dire par des gangsters normaux dont la plus grande excentricité était peut-être dans leur chapeau ou leur casque, mais que c'est Batman qui pousse la ville à se métamorphoser aussi et à faire venir à elle toutes sortes de super vilains, de monstres en fait parce que lui-même en est un. Ouais, complètement. Et c'est ça, justement, le rapport à la schizophrénie dont tu parlais, enfin, la santé mentale dont tu parlais. Encore une fois, comme Killing Joke, ça participe de cette espèce de toile de fond qui est Batman est fou, Batman a des problèmes mentaux et Bruce Wayne a besoin de Batman pour supporter un trauma et en amenant justement la folie à Gotham City, effectivement, il crée les vilains. Donc voilà, c'est un chef-d'œuvre narratif, c'est un chef-d'œuvre de dessin. Par rapport aux autres histoires qui sont intégrées dans cette édition, on a donc les numéros de Black and White avec c'est alors le dessinateur de la deuxième histoire. Ouais, je te retrouverai ça. Mais en fait, c'est ça, il y a deux histoires qui sont comprises dedans, sachant que Batman Black and White, c'est aussi Mark Chiarello qui était à l'origine de ce concept, donc qui est né dans les années 90, en 92 le premier volume de mémoire, et en fait qui est très simple, c'était juste on réunit les plus grands auteurs et artistes possibles et on leur fait dessiner des cours d'histoire en noir et blanc. Tout ça. Alors la première est seulement illustrée par Cook et pas scénarisée, la deuxième est seulement scénarisée par Cook et pas illustrée. C'est ça, donc quand c'est Darwyn Cooke qui dessine, en fait, on a Paul Grist au scénario. Et quand c'est Darwyn Cooke qui scénarise, on a Bill Ray qui illustre, sachant que son style ressemble quand même pas mal un petit peu à celui de Cooke aussi. Oui, c'est plus exagéré, c'est plus ancré, on va dire, mais effectivement, c'est assez proche. De toute façon, le noir et blanc est assez fédérateur. Sachant que la première histoire fait très aussi Bruce Timm, c'est vraiment du Batman TS dans le texte. Ouais, parce qu'il le fait, en plus il le fait avec des crayons un peu particuliers, donc il y a une... De toute façon, tu vois aussi l'évolution du style en fait de Cooke. Ouais. Justement, tu disais que dans Batman Ago, il était pas encore dans sa forme finale, mais après t'as aussi une histoire justement qui s'appelle Déjà Vu, qui était donc publiée dans l'anthologie Solo, qui est en fait elle-même en fait une histoire qui est une sorte de pas de décalque mais qui est inspirée en fait d'une précédente publication qui s'appelle Night of the Stalker de Steve Englehart et Dick Giordano et qui en fait est dessiné quasiment en couleur directe en fait parce que justement il est pas en train de faire par rapport notamment à ce qu'il fait sur Batman Ego, tu vois qu'il y a énormément des planches en fait où tu distingues pas de traits en fait qui délimitent les personnages ou le décor, donc c'est qui va devenir son style final notamment sur Parker ensuite et qu'il a déjà un peu sur Black and White puisque justement comme c'est que du noir et blanc il fait quasiment que de l'aplat en fait. Donc voilà, et enfin donc la dernière histoire qui est un crossover Spirit. Ouais, un crossover Batman Spirit, donc scénarisé par Jeff Lubb. Ouais, alors qui est édité en 2007 entre DC et IDW, je crois, ou même peut-être juste DC en fait. Donc là, on est sur un crossover de type fanservice, hein, c'est vraiment le but est de se faire plaisir, pas forcément d'opposer deux grandes figures. Le fait est que The Spirit n'a pas inspiré Batman, puisque Batman apparaît un peu avant The Spirit, donc le personnage de Will Eisner, qui est un détective masqué, en imperméable, à la croisée des chemins entre les vieux héros du pulp et les nouveaux Vengeurs masqués qui sont apparus après Superman. Évidemment, Will Eisner a inspiré Darwyn Cooke comme il a inspiré Brubaker et beaucoup de grands auteurs du polar moderne. Là, on est vraiment sur un travail qu'il fait
pour satisfaire un caprice. Hein, c'est vraiment, c'est plein de références très très obscures à la bibliographie de The Spirit. C'est très beau aussi, c'est vraiment très très beau. C'est vrai que là, Darwyn Cooke est pas tout seul, parce qu'il y a quand même J-Bone qui est à l'ancrage et Dave Stewart qui le met en couleur. Mais c'est impeccable parce que tu sens qu'il a quand même évolué encore, tu sens, et que c'est plus précis. Alors peut-être que c'est aussi l'ancrage qui fait un petit peu ça, mais le dessin est quand même vachement plus précis, un peu plus détaillé, parce qu'on va dire que Lang a choisi de mettre plus de personnages, ou d'être un peu plus loin pour mettre plus de choses en fait dans ses cases, et d'un coup ça devient encore plus généreux. Et quelque part, alors je sais plus à quelle époque c'est, mais c'est annonciateur de ce qu'il pourra faire après sur New Frontier, par exemple. Ouais, je me demande si c'est même pas un peu après, en fait. Ouais, est-ce que je me trompe dans les dates, mais ok. Peut-être, moi je sais pas. Mais de toute façon, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, là, vous avez en un volume pas mal du Batman de Cook, voire peut-être même tout le Batman de Cook, hein, à quelques exceptions près, peut-être, je ne crois pas en oublier un ou deux, peut-être les covers à la limite. Il y a des covers qui sont rajoutés à la fin, en fait. Notamment, il avait fait des variantes avant sa triste disparition en 2016 déjà. En fait, il avait fait des couvertures variantes par Darwyn Cooke. Il y en avait eu plusieurs pour des DC Comics. Pour des Batman, des Detective Comics. Donc, toutes celles qui sont en rapport avec l'univers de Batman, elles sont également incluses à la fin en galerie de bonus. C'est ça, et donc c'est comme le Batman de Brian Bendis, où ils avaient compris dedans aussi une histoire qui était parue dans Gotham Knights et une autre dans Black and White, je crois. Vous avez, si vous êtes fan de Darwyn Cooke, ou même si vous voulez découvrir l'univers de Darwyn Cooke, quasiment tout ce qu'il a fait sur Batman. À noter, évidemment, on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être pour un prochain podcast, que Urban a aussi réédité le Catwoman de Cooke, donc qui comprend le grand cast de Selina, enfin Selina's Big Score en VO, qui est écrit et dessiné par lui, et les 4 premiers numéros de la série qui sont écrits par Ed Brubaker. Une série qui a été entamée juste après l'écriture de Batman Ego, quand il a vraiment réussi à convaincre DC Comics que en fait c'était lui le nouveau mec sur qui il fallait miser. Et je te confirme que New Frontier apparaît en 2004. Donc en fait cette histoire-là est un peu postérieure, et ça se voit un peu dans l'usage des contours, justement, parce que effectivement toute la carrière de Cook est une sorte de long scénario, enfin de long feuilleton qui finira par aboutir à Parker, qui est son plus beau travail et qui est aussi édité en France en intégrale, je le rappelle pour ceux qui voudraient découvrir. On vous a déjà fait une émission sur Cook à l'époque de Comics Blog. On pourrait aussi éventuellement revenir dessus, ou sur les influences qu'il peut avoir sur le film The Batman. Mais il faut quand même savoir effectivement que Ego, ça fait partie de ces chefs-d'œuvre qu'on ne cite pas assez souvent, je trouve, par rapport justement aux numéros, aux histoires que j'ai mentionnées plus haut, au Year One, au DKR, au Killing Joke évidemment, voire même un petit peu à la Bat Révolution, ou des trucs un peu plus récents. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et Cook lui-même est vraiment un immense artiste qu'on aurait tort de laisser tomber dans l'oubli, parce qu'il a quand même beaucoup œuvré en dehors de New Frontier, alors que les gens connaissent quand même beaucoup plus New Frontier chez DC Comics. Mais je crois pas qu'il soit... Tu penses qu'il est si oublié que ça, enfin qu'il est pas considéré à sa juste valeur sur ses travaux? Quand l'annonce est tombée justement de quelles histoires avaient inspiré le film de Matt Reeves, les gens pensaient davantage justement à Long Halloween, à Year One, à Dark Victory éventuellement. Et il y a le chat qui fait n'importe quoi, à ce genre d'histoire, on va dire plus tutélaire, parce que tu vois, il y a quand même une envie de suivre la continuité Batman. Donc depuis Year One, tu vas vers Long Halloween, puis vers Dark Victory, puis vers The Man Who Loves, etc. Ego était quand même une interrogation pour les gens, parce que c'est vrai que c'est une histoire que tu peux difficilement adapter, parce qu'il faut vraiment poser l'idée d'un rapport méta, comme ça, entre guillemets, où le personnage va va interroger l'autre personnage. Et tout simplement, moi je pense que Matt Reeves va plus se servir de ce que dit Cook sur Batman que vraiment pas les scènes. Il y aura pas un dialogue entre Pattinson et un costume qui bouge. Non, je pense pas. Ça serait cool, mais peut-être pour un autre metteur en scène. Il faut un autre univers, parce que en plus de ce qu'on sait de Matt Reeves, c'est quand même dans un univers relativement réaliste aussi. C'est une approche assez réaliste qu'il veut faire, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la place pour ce genre en fait de cauchemar. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Par contre, voilà, aussi évidemment, il est probable que la Catwoman de Cook serve de référent évident à la Catwoman de Zoe Kravitz. Ouais. Très bien, Corentin. Et en tout cas, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 16€. C'est une lecture de toute façon qu'on vous recommande. C'est assez évident. J'imagine que certains qui nous écoutent connaissent très bien Darwyn Cooke, mais si jamais ce n'était pas le cas, voilà une très très bonne occasion d'aller redécouvrir son travail, notamment ce qu'il a fait sur Batman. Donc dans ce titre qui est réédité maintenant, qui a une édition à Black Label, puisque c'est un petit peu là aussi maintenant où DC et Urban par extension mettent un peu maintenant leur grand récit d'auteur qui techniquement n'ont jamais été publiés dans le Black Label,
mais qui, s'il l'avait été aujourd'hui, peut-être sûrement aurait une place dans cette cette collection. Faire un peu luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, on continue avec du super-héros encore, mais cette fois-ci, on va aller du côté de l'autre poule aux œufs d'or du mainstream et des Big Two avec un récit de Spider-Man. Alors non, bien entendu, on ne va pas vous parler du dernier tome du Spider-Man de Nick Spencer, puisque ça, c'est pas super. Mais justement... Ah bon ? Ouais, c'est pas ouf du tout. Et je t'avoue que j'ai même pas eu encore le courage de prendre ce qui vient après leur Beyond, parce que ça, je sais pas, ça ne m'intéresse Moi, je pas suis vraiment. à 2 numéros et je me suis arrêté là. Ouais, c'est ça. Bon, alors, mais justement, on va vous parler d'un récit plutôt pas mal de Spider-Man, puisque c'est un titre. Donc, d'ailleurs, on avait parlé du premier numéro dans un back issues VO, si vous remontez un petit peu le temps. C'est Spider-Man, Spider's Shadow, qui a été titré chez Panini Comics en Spider-Man, l'ombre du symbiote, et qui est le premier essai de la maison d'édition Marvel, en fait, pour relancer une forme de nouveau label What If. Donc tout simplement, imaginez des situations qui changent de ce que l'on connaît dans la continuité principale. Et donc avec Spider-Man, l'ombre du symbiote, l'idée c'est de se demander si ce qui se serait passé si à l'époque de Secret Wars, quand Peter Parker récupère le costume noir et qu'il sait après qu'en fait c'est une forme de vie extraterrestre, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait décidé, au lieu de se débarrasser du costume, de le garder. Et donc on va aller dans un récit plutôt sombre, puisque Peter Parker va profiter de la force du symbiote et en fait de toute la négativité qui va avec, puisque c'est toujours été utilisé un petit peu comme une métaphore de la drogue, de l'addiction, de la dépendance. Et aussi il va aller franchir une ligne que normalement Peter Parker ne franchit pas. Donc c'est écrit par Chip Zdarsky, qui est assez connu notamment maintenant sur tout ce qu'il a pu faire sur Spider-Man, et notamment parce qu'il avait fait alors c'est pas forcément c'est pas forcément un what if non plus, mais on va dire que Spider-Man Life Story était un petit peu même dans le même registre, puisque ça imaginait un Peter Parker qui aurait eu le costume de Spider-Man dans les années 60 lors de sa création par Steve Ditko et Stan Lee, et qui aurait vieilli décennie après décennie comme nous dans le monde réel. Donc là il reprend de nouveau Spider-Man pour un autre type d'histoire. Et Corentin, tu as pas trop mal aimé, je crois. J'ai pas trop mal aimé, ouais. Alors j'ai pas adoré. Il y en a qui parlaient de Chip Zdarsky, le sauveur des planètes. Chip Zdarsky n'a que des bonnes idées, etc. Il avait déjà fait un après, Chip Zdarsky sur Spider-Man, en tout cas sur les deux spectaculaires gros trucs. Non, mais disons que sur les deux gros trucs Spider-Man qu'il a sorti là en 2 ans, donc l'histoire d'une vie et l'ombre du symbiote. Moi, j'ai pas non plus aimé l'histoire d'une vie. En fait. C'est vrai que tu ne l'as pas aimé. Je trouve ça en fait facile. Et là, c'est pareil, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est bien exécuté pendant 3 numéros. Et en fait, c'est facile parce que quand on avait fait le podcast On Screen sur la série animée What If, Aurélien Vives avait eu cette phrase, il disait dans les What If originaux, tu n'avais que 2 fins possibles, qui étaient en fait, l'événement qui a changé la continuité n'est pas si important et on va rattacher les wagons avec ce qu'on connaît d'habitude, ou bien 2, c'est très important et donc c'est très pessimiste et ça finit très mal. Et si on regarde les épisodes de la série What If, c'est exactement ça aussi. Donc là, on est dans un de ces formats-là. Évidemment, je vais pas vous dire si c'est l'un ou l'autre, évidemment. Mais en fait, c'est un numéro de What If qui dure juste le temps d'une mini-série. Et c'est exactement la même chose. Il prend juste un peu plus de temps pour développer ses idées, mais juste un peu plus. Et comme en fait, il veut en faire un arc scénaristique complet avec une boucle, finalement, on perd en fait de vue les bonnes idées qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand ça démarre, effectivement, il y a tout ce que tu disais. Il y a le côté, si en fait Spider-Man devenait Venom, quoi. C'est simplement ça. Ferry qui dessine fait un très bon travail de costume pour rendre ce Spider-Venom plus menaçant, plus inquiétant, plus violent. Et pas forcément dans les montagnes de muscles. Non, c'est ça, voilà, il reste arachnéen, quoi. Il reste véloce, il reste docile, mais il est un peu plus imposant et vraiment il a une gueule qui fait beaucoup plus arachnéenne, beaucoup plus monstrueux. On a des bonnes idées, donc je le disais avec Jonah Jameson par exemple, qui est justement très bien écrit par rapport à ce côté. Et si par exemple Jonah Jameson savait qui était Spider-Man en fait depuis le début, est-ce qu'il aurait été aussi véhément? On a des bonnes idées avec le côté dépression en fait, le côté Peter qui n'arrive pas à gérer sa double vie. Et vu que ça se passe dans les années 80 justement, on voit aussi que c'est proportionnel du Dark Age en fait qui est en train d'arriver, où on commence à tirer de plus en plus sur Peter Parker pour en faire une figure plus sombre. Alors malgré lui, c'est-à-dire qu'il va vraiment beaucoup en chier. Et là, justement, il est prêt à faire le mauvais choix parce que il en chie énormément, quoi. Et c'est dur. Puisqu'il en a marre. Voilà, et avoir le palliatif de la drogue, entre guillemets, ou de l'alcool, ce que tu veux, ou ce que tu fais, n'importe quelle substance que tu prends ou activité que tu fais pour essayer de te sentir mieux et que tu fais à outrance parce que ça va de moins en moins bien.
C'est très très éloquent, tu vois. Là, c'est effectivement bien écrit. On voit qu'en fait, il y a même une dissonance cognitive. Quand Red Richards lui dit c'est un costume alien, on ne sait pas, se trouve il est en train de te bouffer la santé, etc. Il répond ouais, mais enfin je m'en fous, moi ça me fait du bien, etc. Tu vois, c'est vraiment en fait comme quand un pote te dit en ce moment là tu t'abuses un peu, fais gaffe et tout. Tu lui réponds bah c'est bon, ça va, je sais ce que je fais. Et en définitive, ça c'est bien écrit. Le problème c'est qu'il y a une deuxième partie dans ce volume où on va casser en fait toutes ces bonnes idées pour faire un arc scénaristique de fin qui boucle quoi. Là, on arrive avec une armée, enfin une faceless army, hein, grosso modo. On va même exagérer les pouvoirs du symbiote, même presque plus que ce que Donny Cates a fait avec le Venomize, avec le nulisé, tu vois. Enfin, où là, pour le coup, le symbiote prend possession des gens, etc. Le combat intérieur qu'il y a entre Venom et Spider-Man, à la fois, il est bien rendu parce que vraiment, on dirait qu'en fait, c'est une ex-toxique, tu vois, dans la deuxième partie, ou un ex-toxique. Il y a ce côté charnel entre les deux, il y a ce côté, en fait, il lui a fait du bien à un moment donné. C'est une bonne allégorie aussi, en fait. C'est quand t'es avec quelqu'un qui te fait du bien, mais qu'en fait, te fait pas du bien, sauf que t'aimes bien être avec lui parce que t'as l'impression que ça te rend meilleur et tout. Et en fait, la personne est en train de te détruire ou te fait changer. Voilà, je vous laisserai trouver des exemples chez vous. Oui, non, après, ce côté relation toxique a toujours existé. Voilà, c'est ça. Mais là, en fait, c'est formulé, tu vois, donc c'est bien formulé. La présence d'Eddie Brock n'était pas utile, par exemple, c'est vraiment du fanservice bêta. Ce qui arrive à Red Richards, au-delà du fait que c'est moche en termes de design, bah, c'était pas utile non plus. Il fallait finir comme ça, quoi. En fait, on dirait un scénario de film qui aurait été bâclé et coupé en sachet. Bah après, je suis pas forcément d'accord sur. En fait, le fait de faire de mêler ensuite on va dire les 4 fantastiques à l'histoire, ça permet quand même aussi, in fine, de faire des liens à un autre épisode de What If et qui est ultra célèbre vu que grosso modo c'est le premier. Oui, donc oui. C'est quand même assez. Alors mais c'est pas service, mais c'est un raccord. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça reste du What If. Et si déjà même l'idée de base de l'ombre du symbiote reprend aussi un numéro de What If qui avait déjà été fait parce que et si Spider-Man avait gardé le costume noir, ça avait déjà été fait il y a longtemps. Donc c'est l'idée la plus évidente que tu puisses trouver avec le symbiote de toute façon. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, si de toute façon tu pars quand même sur des bases qui ont déjà été posées et que tu veux juste effectivement développer un peu plus et apporter quelques idées supplémentaires, je trouve pas ça déconnant de finir en te raccordant aussi à la série mère. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que justement, What If, normalement, c'est une cour de récré. C'est l'endroit, en tout cas, sur le papier, parce que ça n'a jamais vraiment été ça. C'est le moment où tu peux vraiment aller très loin parce que tout est faux, tu vois, donc tout est permis. Enfin, rien n'est vrai, tout est permis, comme le veut la phrase consacrée. Là, on a une bonne proposition de départ, mais justement, moi, j'imaginais une sorte de life story où, en fait, on aurait suivi tout le reste de la vie de Peter Parker avec le costume symbiotique. Okay, ouais. Après, je veux pas juger, je veux pas reprocher l'histoire de ne pas être ce que j'aurais aimé qu'elle soit, mais je trouve qu'on perd justement le potentiel en faisant en fait un arc qui pourrait presque avoir été publié à l'époque en fait. Après, c'est-à-dire qu'il y a quand même potentiellement une suite qui peut émerger de tout ça. Donc, le format est laissé ouvert pour une suite, voilà. Donc au niveau des qualités, on a un très bon démarrage, c'est bien violent, c'est bien désespéré au début, c'est sans concession, justement ce côté grand public que peut avoir Peter Parker dans la série classique. Ferry fait un très bon travail et pour justement rendre ce nouveau costume, mais même pour rendre le costume classique, on a Hollingsworth aux couleurs. Alors je trouve que les deux se répondent très mal par moment. C'est Hollingsworth met des espèces d'effets pour muscler un peu le dessin, je pense, de Ferry, tu vois, avec des espèces de. Sûrement que les planches en noir, c'est-à-dire que les planches en anglais sont peut-être un peu vides au niveau des décors, tu vois, et que c'est ça. Tu vois, il met des espèces de flashs lumineux aussi. Il y a du lens flare de comics. Hein. Ouais, mais pourtant les décors que fait Hollingsworth pour remplir, je les trouve bien, tu vois, espèce de côté un peu granuleux. Qui justement rend bien avec l'esthétique du costume noir, ça fait un effet bleu et noir qui est vraiment agréable. Mais il y a quand même des moments où ça bave un peu. Ferry, je trouve que, je sais pas, il s'ancre tout seul apparemment. Il a une technique d'ancrage très bizarre parce qu'en fait, il s'ancre mais il laisse déborder des petits contours avec des petits traits par-ci par-là ou alors même des petits trucs qui sont mal ancrés, qui sont finis en flou, tu vois. Donc c'est intéressant, mais je sais pas si Hollingsworth était le meilleur coloriste pour lui parce que du coup, ça fait une palette numérique sur un mec qui est très dans le graphe en fait, dans le coup de crayon plutôt que le coup de stylo plume. Mais c'est sympa. Après voilà, moi je dirais c'est une bonne lecture. Je me suis pas ennuyé. Tu vois tout venir à 10 km à l'avance, mais c'est sympathique. Parce que toi, t'es aussi un grand connaisseur. Mais disons que quelqu'un qui a jamais lu forcément de Spider-Man ou qui s'y connaît que très peu, qui a pas lu peut-être encore de What If, c'est quand même un concept qui peut lui plaire. Oui, mais tout peut te plaire non, mais parce qu'on va dire. Oui, mais parce que justement, si désolé de lui tirer dessus encore, mais je veux dire, par rapport à un album du Spider-Man de Nick Spencer,
Pour quelqu'un qui a jamais lu de Spider-Man, tu lui diras quand même, bon, bah, en ce moment, la production dans son ensemble, bon, elle est pas ouf. Par contre, il y a un auteur, il s'appelle Chip Zdarsky, et récemment, il a fait des trucs. Mais c'est pas forcément ce point de comparatif là. Après, à l'inverse, Chip Zdarsky, il a été nommé aux Eisner 2 années de suite, enfin, sélectionné aux Eisner 2 années de suite pour son travail sur Daredevil. Life Story, je crois, pareil, avait reçu une nomination, ou en tout cas, un accueil critique Tony Truant. Là, quand même, on peut se dire que c'est bien, mais pas top. Et qu'il y a quand même des faiblesses dans le fait que Marvel veuille relancer le format What If. Avec quel Miles Morales, faudra voir. Ouais, non, mais ça, voilà. Là, tu sens venir quand même la croutonnerie à, et que à 10 milieux. Ça alors que là... aussi de produits arachnéens quand même depuis un petit moment. Cette année, ça va être particulièrement énervé. Moi, je pense, voilà, c'est bien à lire, mais faites d'autres lectures d'abord, plus essentielles, avant d'aller vers ça. Il y a quand même plein de trucs super intéressants à lire chez Spider-Man en ce moment. Ensuite, si vous avez effectivement envie de vous faire un petit kiff un peu ouais, fan service et un peu violent, un peu bourrin, voilà, c'est pas mal. C'est un bon épisode de série animée, mais c'est pas non plus le truc qui va te faire waouh, tu vois. Et après, justement, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je pourrais lire et tout ça, eh bien, on l'a déjà dit. On fait des podcasts pour ça, les gars. En fait. Non, c'est pas ça, mais ce que je veux dire que à partir du 23 février, il y a une collection avec 10 albums à 7 € et quelques qui sort chez Panini avec 10 histoires cultes de Spider-Man. Bah, oui. Clairement, il faudra vous diriger vers ces récits-là. D'ailleurs, il y en a un qui s'intéresse à cette période du costume noir. Il y en a même plusieurs, en fait, où on retrouve Peter Parker à l'époque du costume noir. Et donc, bah, une fois que vous aurez ces bases-là, de toute façon, vous pourrez toujours vous rediriger aussi vers l'ombre du symbiote. Et l'intégrale Ultimate Spider-Man aussi, on n'oublie pas. Mais elle est quand même vachement plus chère. Oui, mais là, on te mieux. Oui, mais on te parle d'albums à 7 € et quelques contre un omnibus à 90 €. On va acheter tous les albums à 7 € et après, aller vers l'omnibus. Ouais, c'est ça. Claquer toutes vos thunes. Compliqué quand même. Mais c'est vrai que ça existe aussi. Ultimate Spider-Man, ça reste aussi une très 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 bonne série sur Peter Parker. Donc Spider-Man, l'ombre du symbiote, c'est disponible chez 19 €. Non, chez Panini Comics au prix de 19 €. Édition, j'adore. Et ouais, c'est ça. C'est une maison d'édition, ils font que des trucs à 19 €. C'est un bon concept, ça, en vrai. Ouais, bof. Ouais. Bof. Je sais pas. Corentin, on continue. Je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu d'une intégrale des comics Matrix qui est sortie en fin d'année dernière chez Huggin et Mullin pour accompagner la sortie du film Matrix Revolutions des sœurs Wachowski. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Oh, c'est un projet incroyable. Ça vient de comics qui étaient publiés en ligne à l'époque pour accompagner les premiers films Matrix. Mais tu veux en parler du coup ? Non, mais parce que tu m'en as déjà parlé, donc je peux te l'en... Effectivement, c'était donc à l'époque déjà il y avait le site whatisthematrix.com qui était donc un site de promo viral qui avait été monté par les Wachowski pour présenter un peu, enfin annoncer on va dire la sortie de Matrix et commencer à poser des éléments intra-univers pour laisser les gens pénétrer dans ce monde-là avec ce rapport à l'informatique qui était évidemment crucial et pour Matrix et pour l'époque. Et il y avait donc des BD numériques qui avaient été faites pour accompagner justement le projet et qui ont ensuite été renouvelés. Enfin, il y a eu d'autres séries ensuite, il y a eu 3 séries en tout et pour tout entre chaque film. Donc, que dire ? Il y a à boire et à manger là-dedans. On va dire que le gros des histoires en fait sont pas utiles ni à la compréhension en fait de ce qu'est la matrice, ni à des éléments qui seraient connectés au film. C'est vraiment juste de l'à côté. C'est que du produit bonus, c'est que des histoires en fait d'auteur. C'est quasiment du black and white en fait. Hein. Sauf que c'est en couleur et enfin parfois. Et que les artistes ont toute licence. Le but, je pense, était plus de confier en fait un script ou une proposition artistique à des dessinateurs, des scénaristes, et de voir ce que il ou elle pouvait en faire. Et en l'occurrence, on a donc du coup du Eduardo Risso, non du Tim Sale, pardon, du Bill Sienkiewicz, du David Lapham, de Stray Bullets. On a, il faut que tu me m'aides un peu. On a Dave Gibbons, effectivement. On a donc ouais, alors Jeff Darrow, c'est différent, parce que Jeff Darrow, en fait, il a fait la première histoire, qui est très très courte en plus, et qui est franchement pas du grand Jeff Darrow, simplement parce que cette histoire-là, c'est la seule qui est connectée au vrai lore de Matrix, puisque c'est le premier crime qui a été réalisé par un robot, qui est évoqué dans Animatrix, et qui sert simplement voilà, à poser l'idée que c'est bien l'humain qui attire en premier, en imposant une sorte de censure et de dictature au robot. Oui, tu vois, vas-y. Un petit peu de Carrie Andrews. Oui, qui est un jeune Carrie Andrews, hein, longtemps avant sa forme finale lui aussi, qui fait d'ailleurs pareil une des histoires qui est connectée à Animatrix et qui est la seule, je crois, qui utilise en frontal comme ça la Trinité, donc Trinity, Neo, Morpheus. Il y en a aussi une autre de Ted McKeever, mais qui c'est beaucoup plus en arrière-plan. Donc on a quand même pas mal de gens qui vont donc essayer de mettre la main sur le mythe. Certains vont rester sur le côté capitaliste, d'autres sur vraiment le côté la violence, d'autres le rapport à la réalité, au rêve,
qui est aussi un des thèmes centraux de Matrix, puisque voilà, il y a l'allégorie de Alice au pays des merveilles, du fait de se wake up, etc. Donc on voit un peu la polysémie, on va dire, de Matrix, c'est-à-dire tous les sens que peut prendre cet univers où, aux yeux de gens qui sont habitués eux-mêmes à créer. La femme, par exemple, en fait un truc qui est beaucoup plus post-consumériste, ou alors même limite post-punk, c'est-à-dire que c'est un truc où un éveillé ne peut pas s'extraire de la matrice et va y rester pendant 4 jours alors qu'il est en train de mourir sur son fauteuil de transfert. Et donc il va essayer d'alerter les gens, il va leur dire mais réveillez-vous, vous êtes tous des cons, sortez de là, c'est la guerre. Et il va essayer aussi de reconquérir son ancienne flamme. Et là il va se dire en fait, peut-être qu'être réveillé c'est pas si bien. Peut-être qu'en fait j'étais bien moi dans la matrice et que tout ça qui n'est pas réel, comme notre vraie vie de consommateur pourrait nous apparaître comme non réel. En fait, le conformisme, ça a des avantages aussi. Et donc, c'est vu comme une sorte de cauchemar assez anxiogène, qui répond très bien justement à la génération des comics punk, enfin, en tout cas, underground, qui avait été lancée par Crumb, où t'as l'impression qu'en fait, ces artistes qui sont à la marge, bah, ils souffrent d'être un peu à la marge aussi, parce qu'ils mènent des vies plus pauvres, ils mènent des vies plus isolées, ils sont entre communautés, etc. Donc, on peut lire comme ça plein de rapports d'interprétation intéressants. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Sienkiewicz, par exemple, n'est pas vraiment dedans. Il fait des belles planches, il fait quelques belles images où une cuillère de sucre qui est versée devient le code de la matrice, où il pose l'idée d'un rapport à la maternité qui est pas inintéressant, mais c'est pas son univers, il est clairement pas concerné par ce qui se passe. On a quelques vraies bonnes trouvailles quand même, notamment une histoire qui compare les sentinelles de Matrice à Moby Dick. C'est vraiment écrit tel quel, hein. C'est des baleiniers qui vont chasser une sentinelle. Ce qui est pas idiot, parce que le sentinelle, qui est elle-même une sorte de pieuvre de calamar géant, évoque du coup le folklore des monstres marins. Et c'est aussi un truc qu'on voit très peu dans Matrice, c'est l'univers de Zion, en dehors de Zion. C'est-à-dire, à part la grande ville des machines, les fermes, et il n'y a pas vraiment de ruines de l'ancien monde, on voit juste des bâtiments au loin, sur un fond bleu désertique avec des éclairs. Donc ça, c'était pas mal, par exemple. D'ailleurs, c'est un artiste qui contribue à 2 autres histoires qui sont aussi intéressantes. Mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que comme Black and White, encore que Black and White, chez Arello faisait quand même un travail d'écrémage pour qu'il y ait quasiment que les meilleurs qui puissent rentrer, il y a à boire et à manger, comme dans toutes les anthologies, et il y a des gens qui vraiment ne comprennent pas pourquoi Matrix c'est bien. L'histoire de Dave Gibbons, par exemple, elle est sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt à l'histoire. C'est juste de la baston. C'est juste de la baston avec un. Mais c'est de la baston qui est bien chorégraphiée, parce que justement, cette double page où le mec traverse la vitre, enfin, ouais, c'est sympa, elle est ouf, tu vois. Mais c'est très creux, quoi. Enfin, tu vois. Bah, parfois, c'est juste pour la beauté de la mise en scène. Ouais, après, c'est pas le plus grand des Gibbons, je trouve, mais. Ah, franchement, je sais pas, moi, elle m'impressionne. T'as kiffé? Bah ouais. Mais donne ton avis un peu là, c'est moi qui parle depuis tout à l'heure. Mais non, mais après, non, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire depuis. Mais après, de toute façon, c'est le concept même des anthologies, c'est que tu pourras dire qu'il y a à boire et à manger à chaque fois. Mais je trouve quand même que sur les noms ramenés, on a aussi, enfin, on a oublié de citer, mais il y a quand même aussi Michael Van Homing, par exemple, qui est là, Paul Chadwick. C'est quand même visuellement toujours super intéressant à explorer, notamment parce qu'en plus t'as quelques histoires effectivement qui sont là en noir et blanc par rapport à d'autres en couleur, et que ça permet quand même d'avoir les différentes interprétations graphiques en fait d'un univers. Donc ça dépend bien entendu de est-ce que t'es fan ou pas de Matrix et de ce que ça raconte justement. Et de ce qui est développé. Et malgré tout, alors je suis d'accord que c'est vrai que sur le lore ça apporte pas forcément grand chose, mais au moins t'as ces explorations stylistiques qui, à mon sens, mérite ont quand même le mérite d'exister, parce que c'est quand même un projet surtout que c'est un projet quand même de BD dérivé de film qui a quand même plus d'intérêt que d'autres comme enfin non, c'est vrai que là je pense plus à des BD dérivés de jeux vidéo, tu vois, mais je vois pas trop en fait d'autres expériences où on a fait, tu sais, des comics tirés de films et où c'était très intéressant. Oh bah si, quand même. Mais je pense à quoi? C'est un autre podcast. Ouais. Bah déjà les comics Star Wars, juste tu vois, okay, je jette le pavé dans la mare. Ouais, mais Star Wars. C'est bien. Tu m'as éclaboussé, putain. Mais plein, enfin en vrai, il y a plein de comics à licence qui sont intéressants. 2001 l'Odyssée de l'espace par Jack Kirby par exemple, tu vois. Ah, parce que Jack Kirby. Et c'est une adaptation en plus. Non mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. En fait, oui, c'est un projet qui est vraiment à à l'image des sœurs Wachowski elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est un projet qui ne vise pas à faire de l'argent entre guillemets, parce qu'en plus les BD étaient proposés gratuitement sur internet, et qui vise plus à passer la main à d'autres créateurs pour augmenter le panel d'interprétation, d'idées, le spectre en fait de ce que peut être la matrice dans le monde réel. Et c'est intéressant, c'est sûr. Maintenant, je trouve vraiment qu'il y a des trucs qui sont complètement inintéressants. À mon avis, elles auraient dû en fait même juste donner des vraies lignes de fuite sur ce qui pouvait être fait dans l'univers, parce que t'en as plein qui... T'as une histoire en mode American manga à un moment donné, je sais plus qui dessine. C'est vraiment du manga. C'est vraiment du dessin animé, manga, années 90, on dirait du Battle Chasers un peu.
voilà, qu'est-ce que ça vient foutre là, tu vois. C'est mignon, c'est sympa, c'est coloré. Bah, tu laisses carte blanche aux artistes. Hein. Ouais, mais du coup, il y a des trucs qui sont non-sensiques par rapport à la saga. Et moi, si tu veux, ça me frustre parce que l'univers de Matrix, je pense qu'il aurait gagné à être continué sous une forme ou une autre, pas forcément au cinéma, mais à mon avis, il y avait d'autres trucs à dire avec, comme avec Animatrix, tu vois, quelque part, qui était aussi un truc avec à boire et à manger à l'intérieur. Et là, c'est Animatrix, mais en BD, c'est BD Matrix. Et ça a les mêmes défauts, c'est-à-dire que c'est, en fait, dans la saga des Matrix, t'as juste besoin des 3 films. Et même le 4 t'explique ça. T'explique non, t'as juste besoin des 3 films, ta gueule. Et tout est dedans. Tu peux le revoir en boucle et tu vas comprendre en fait des choses à chaque fois. Et les BD qui pourraient avoir l'air d'être des continuations ou des cadeaux qu'on fait aux fans sont juste des trucs qu'elles ont décidé de faire, je pense, simplement parce qu'elles étaient fans de certains artistes ou certains dessinateurs. Et en fait, il n'y a pas un intérêt cosmique à posséder ça. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de manger du Matrix parce que vous avez faim depuis 20 ans, oui, c'est intéressant à posséder. Et vous avez vraiment des très bonnes lectures, mais elles sont frustrantes aussi parce que vous voudriez en voir plus. Vous voudriez un roman graphique de David Lapham sur l'univers de Matrix. Vous voudriez justement davantage voir ce que Tim Sale voulait dire avec son histoire qui, je pense, n'a vraiment aucun rapport avec Matrix. Il y a 3 agents qui se baladent dans le truc et puis c'est tout. Donc c'est très cool. Mais il faut vraiment savoir dans quoi vous mettez les pieds. Si vous êtes comme Arnaud et que vous êtes juste un peu fan des Matrix et que vous avez envie de voir comment les artistes se les sont appropriés, vous pouvez y aller. Par contre, si vous êtes dans la case des gens qui, par exemple, ont détesté Résurrection parce que ça ne correspondait pas à vos attentes de fanservice, là, on est clairement là-dedans. On est clairement dans le côté, elles s'en foutent du fanservice, elles ne veulent pas vous faire plaisir. C'est les gens, enfin les artistes qui vont décider de vous faire plaisir ou pas. Et le but, c'est juste simplement de dire, voilà, on a écrit cette histoire, on a posé tel univers, maintenant appropriez-vous-le et voyez ce que vous faites avec. Donc le résultat est en mosaïque. En dents de scie. Non, plutôt en mosaïque parce que moi c'est juste mes goûts personnels, mais il n'y a pas vraiment de mauvaises histoires, enfin il n'y a pas de très mauvaises histoires, à part celle de Gibbons. Mais oh, t'es dur, putain. Non mais franchement, un mec comme lui quand même, qui a travaillé avec Moore, qui a écrit des univers de post-apo, de science-fiction intéressants, même des univers dystopiques intéressants, il aurait pu faire un truc plus musclé. Oui, quoi, mais là, tu demandes, là, tu juges pas l'histoire sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle aurait voulu qu'elle fasse. Elle est vide de sens, c'est juste de la bagarre, quoi. Le mec, il a fait Matrix, il a dit, ouais, il y a les bastons, j'aime bien. C'est un peu bébête. Jeff Darrow aussi fait juste des grosses bagarres. Non, mais il y a du sens chez Jeff Darrow. Attends, Hardboy, il y a du sens, mec. C'est un message sur la consommation. Mais on pourra en parler. Tiens, quand on fera un podcast avec lui, on en parlera. Il t'expliquera tout ça. Très bien, en espérant que ça puisse se faire effectivement. Donc ça existe quand même chez Huggin et Munin, donc gros travail d'intégral. Faites attention quand même, juste parce que parfois il a l'air un petit peu fragile le bouquin quand tu. Un peu, ouais. Et puis il prend des chocs très facilement. Ouais, donc faites ça. Mais du coup, si ça vous intéresse, c'est disponible chez Huggin et Munin pour la somme de 35 €. On continue, Corentin, avec des comics indés. Ouais. Avec un titre qui était pas mal attendu, qui était annoncé à la base, qui devait sortir à la fin de l'année dernière et qui finalement est sorti en ce début d'année 2022. C'est Les 7 secrets, le premier tome de la série de Tom Taylor et Daniele Di Nicuolo, avec des couleurs de Walter Baiamonte, qui est donc sorti chez Delcourt après sa publication outre-Atlantique chez Boom Studios. T'as oublié un truc là. Quoi? Nicuolo. Voilà. Mais c'est la famille. Les gens réclament sur les réseaux, c'est pas une blague. Ah bon? Inexplicablement. Bah oui, les gens ils réclament les maquets maintenant. C'est vrai? T'as pas fait gaffe? Non, j'ai pas vu. Il y a eu au moins 3 tweets. Ah bah dans ce cas c'est plébiscite, cri du cœur. Complètement. Là, le peuple a voté. Donc ouais. Alors Seven Secrets of History, excellent. C'est donc l'histoire d'une secte, voilà, qui défend des secrets de l'humanité. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont. C'est le principe, c'est des secrets. Parfois des mots, parfois des maladies, parfois des concepts abstraits, des technologies, on ne sait pas vraiment. Et chacun a un holder et un keeper, donc un gardien et un garant, j'imagine. Donc c'est des espèces de ninjas, samouraïs, guerriers, mais commandos, machin, etc. Il y a une organisation de méchants qui trouvent les secrets, donc ils vont tuer les mecs qui ont les secrets les uns après les autres. Et en parallèle de ça, deux porteurs d'un secret vont avoir un enfant, sauf qu'ils n'ont pas le droit parce que il y a des lois dans leur espèce de secte qui fait que... parce qu'il faut garder les secrets avant tout. Voilà. Et donc, en fait, toute chose qui peut te dévier de ta tâche première pour laquelle tu étais recruté est techniquement interdit. Donc, en fait, ils vont devoir tout simplement abandonner leur enfant à la secte qui va, elle, se charger de l'élever
et d'en former potentiellement le prochain agent, le prochain. Oui, c'est ça. En fait, ils vont quand même lui apprendre le combat. Ils vont lui apprendre. Il s'appelle Caspar. Caspar, ouais. Ils vont rester près de lui, mais ils vont pas avoir le droit d'être ses parents entre guillemets. Donc c'est cool, c'est vraiment super bien. Enfin, c'est vraiment super bien. C'est super bien. Pourquoi ? Parce que Tom Taylor, c'est le scénariste de l'efficacité. Ouais. C'est-à-dire que tout est efficace, tout va vite, tout est rythmique, tout est musical, tout est fait pour t'arracher un sourire, dire ah c'est cool, ah c'est pas mal, ah machin, et tout, la blague elle est marrante à tout bon moment. Même le découpage est ciselé pour être super dynamique. La blague elle est marrante, l'idée elle est originale, le chara design il est cool, ouais. La scène d'action elle est bien découpée. C'est vrai qu'il y a ça fait très Japanimation, hein. Il y a même des références aux jeux vidéo qui sont très évidentes. Je veux dire même le nom, comment il s'appelle, celui qui a le masque, qui est le rouquin là. Ouais, je l'ai plus, mais moi non plus. C'est Cantor, un truc comme ça. Il a un nom italien. Et c'est vraiment le mec de la Shinra dans FF7 là, le rouquin pareil. Sauf qu'il a un masque maintenant. Il y a le côté un peu sassy, il y a les vieux trop badass. Donc t'as plein de références que t'as déjà vu ailleurs, hein, dans des films d'action, dans des mangas, dans des comics. C'est un univers qui est très hollywoodien aussi parce que c'est sa vanne tout le temps. Des caractères qui sont très identifiés, une efficacité générale de l'action et une générosité générale de l'action tu reconnais un peu du Kingsman aussi, tu vois, tu reconnais un peu du Hunger Games, tu reconnais un peu du James Bond, tu reconnais un peu des tonnes de choses que t'as déjà vu ailleurs. Mais superbement digérées. Et qui sont digérées dans un truc qui fait que aller en avant. C'est qui ne prend jamais de pause, ou alors quand elle en prend, c'est les pauses efficaces aussi. C'est-à-dire que c'est des pauses émotionnelles qui sont là pour générer un truc en toi. Et donc c'est toujours bien fait. Le petit héros, il est trop sympa. Ouais, t'as une envie générale de mettre de la diversité dans les formes et les couleurs, etc. Enfin, genre dans la représentation des corps et des couleurs de peau. Le trait est super pareil, très dynamique. C'est des combats avec des postures et tout. Ça fait un peu comme Simone Di Meo. On voit qu'il y a vraiment c'est la même école. De toute façon, ces deux-là étaient ensemble sur les Power Rangers en fait. Ouais, voilà, ça c'est l'école italienne du trait dynamique qui bastonne bien et tout. Maintenant, au niveau des défauts, parce qu'il y en a quand même, c'est un peu fouillis. On a du mal en fait, comme il prend pas de pause, il va jamais te donner d'explication. C'est-à-dire que c'est un premier arc où tu fais que aller vers l'avant. Et tu te dis, numéro 3, ça va être le moment où ils vont commencer à m'expliquer des trucs. Non, ils t'expliquent rien du tout. Ils t'expliquent grosso modo qu'il y a des secrets et que c'est des ninjas qui protègent les secrets et qu'il y a des méchants qui veulent les secrets. Point. Et pas pour les récupérer, mais pour les détruire. Hein, c'est ça, voilà. Ça. Parce que grosso modo, il y a quand même un peu une thématique générale sur le secret, on va dire, sur les choses que l'on cache. Et donc un peu sur tout ce qui est très actuel aujourd'hui, sur le complotisme en fait, sur les conspirations. C'est quand même un titre qui parle d'une certaine actualité que tout le monde connaît. Oui, mais encore que ça, c'est une interprétation qui est assez élevée par rapport à ce que raconte vraiment le bouquin. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il n'y a pas de rapport aux politiques. Enfin, il y a un rapport à un politique à un moment donné. Ouais, mais bon. Oui, mais tu vois, ça, c'est balancé comme ça en feuillet, tu vois, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans la case, tu te dis tiens, le machin des États-Unis. Disons que c'est ce qui apparaît assez clairement au sortir de ce premier tome, c'est que c'est clairement un comic book qui est character driven, en fait, qui est vraiment conduit par ses personnages et pas forcément par son histoire, mais vraiment en fait par les personnages et ce qu'ils font. Ça, c'est ce que et pas par l'univers. Les scénarios de Abrams, tu vois, qui sont toujours des projections vers l'avant, qui ne font qu'aller d'un point A à un point B et qui parfois perdent justement le sens de s'arrêter. Limite, tu vois, c'est la limite du show don't tell en fait. C'est-à-dire que oui, ok, tu vois que ça bouge, tu vois tout passe par les dialogues et les explications sont juste des cases de narration. Alors ça, c'est pareil, il abuse un peu de ça parce que au départ, tu crois que ça va être une sorte de récit un peu à la Scorsese, on va dire, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de flashbacks qui vont être narrés par le héros qui recompose l'histoire, etc. Mais non, une fois qu'on recoupe avec le présent, il continue à narrer. Ce qui est bien, hein, c'est efficace, encore une fois, c'est fait pour même guider le sens de lecture parce que du coup, tu vois comment ça se découpe, etc. Et en même temps, je trouve qu'en 6 numéros, on n'a pas appris grand-chose, sinon qu'il y avait des gentils, des méchants et de la baston. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que Tom Taylor en indé, je ne savais pas ce que ça valait. Le fait est que quand il est chez DC, il est aidé par le fait que tout le monde connaît les personnages chez DC de base. Quand tu rentres dans une histoire de DC Comics ou de Marvel, t'as pas besoin d'expliquer le contexte. Alors que là, justement, je pense qu'il aurait peut-être plus besoin de faire vraiment un numéro 7 ou un numéro 8 qui serait juste un numéro entier d'exposition. Tu verras dans le deuxième tome. Bah oui. Mais voilà, donc c'est le côté un peu frustrant. Par contre, ouais, c'est une super lecture. Envoyer le dessin animé qui va avec, s'il vous plaît. Non, mais c'est complètement... Après, bon, c'est le style de Dino Cuolo qu'on avait déjà vu donc sur les Power Rangers, qui avait aussi illustré la deuxième série Infinite Loop de Alta Chartier et Pierre Collinet. Et voilà, on sait qu'il a ce trait très, très dynamique. Enfin, la mise en couleur aussi profite largement, mais c'est vrai que t'as même vraiment
c'est un metteur en scène, vraiment, tu vois. C'est dans le découpage, mais aussi dans les angles, les prises de vue. C'est tout qui est fait pour accompagner le lecteur et le mettre vraiment très très proche justement de ces personnages. Et par rapport à ce que tu disais justement sur le nombre de personnages, moi je trouve que c'est quand même assez. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est assez impressionnant en fait de réussir à te faire quand même adhérer à tout cet univers qui a quand même, je sais pas, même tu regardes la couverture, je sais pas, il y a une dizaine de personnages différents que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Et tu vas à la lecture, tu les connaîtras, tu vas savoir qu'est-ce qu'ils ont, et au-delà de leur design, tu vas savoir leur caractère, c'est quoi leur place et tout ça. Et c'est pas évident à réussir en fait à te faire t'intéresser à autant de personnages que t'as pas connus avant quand t'es dans l'indé. Et notamment parce que c'est le premier titre réellement indé de Tom Taylor pour l'industrie américaine. Il avait déjà fait sa propre série The Deep, qui a été d'ailleurs exportée depuis l'Australie aux États-Unis chez Boom Studios aussi. Et d'ailleurs, il y a un énorme clin d'œil à un moment parce qu'à un moment tu vois une chambre et tu vois qu'il y a des cadeaux en fait, Caspar reçoit des cadeaux que son père lui a fait, et dans les cadeaux tu vois qu'il y avait un numéro de The Deep et aussi un numéro de We Only Find Them When They're Dead. Et The Deep, ouais, c'est ça, en fait c'est sa toute première série réellement à Tom Taylor, mais pas en creator owned américain. C'était en fait directement il y a un vinyle de London Calling aussi, des ouais c'est ça. Ok. Tu mets tes petites références quoi. Ouais, c'est pas un bad album. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment assez fort en fait de réussir à te faire apprécier et t'intéresser à un univers dont tu connaissais rien en l'espace de très peu de numéros avec autant de personnages. Mais après, voilà, le truc c'est que c'est les personnages qui comptent en premier, c'est pas le lore, c'est pas forcément les thématiques derrière, donc effectivement ça va vers l'avant. T'as quand même quelques trucs où ça part quand même dans un truc plus chelou, tu sens qu'il y a des choses à développer sur la toute fin, tu fais attends là ça je m'y attendais pas. C'est là qu'il ouvre la porte de son scénario et qu'il dit en fait ça va pas être aussi simple que ce que vous pensez que ce sera. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai que moi j'attendais en fait qu'elle vienne en VF pour rattraper depuis qu'on avait parlé des premiers numéros. Et j'imagine que on en est quand même déjà au deuxième tome en VO, donc il y a forcément déjà plus d'explications. Il faudra aller vérifier si nos doutes se confirment. Mais je trouve que c'est quand même une entrée en matière qui te dit ouais, ok, je suis un peu, je reste sur ma fin. Mais j'ai faim. Mais je reste pas sur ma fin. Mais j'ai faim. Moi, je reste pas sur ma fin. C'est la fin, à la limite, la fin dont tu parles, la conclusion dont tu parles. D'ailleurs, du coup, tu l'as lu en album, toi, parce que il y a quand même vraiment un effet cliffhanger de fin assez régulièrement. Hein, pareil pour l'efficacité. Parce que honnêtement, Tom Taylor, moi, j'attends pas qu'il me fasse du Alan Moore. Tu vois, j'attends pas un truc, une série monde très compliquée avec. Du Jonathan Hickman plutôt alors. Ouais, voilà, c'est ça, un truc vraiment très construit, etc. Moi, je m'attends en fait simplement à ce qu'il me régale, parce que c'est le scénariste qui régale. Et j'avais du mal avec Injustice, parce que ça me régalait pas. Par contre, les D6, clairement, c'est justement, je trouve qu'il a trouvé exactement sa bonne formule dans le découpage de l'action, dans cette façon justement de gérer, comme tu l'as dit, tous ces personnages en même temps. Ça, il sait faire. Il le fait d'ailleurs ici aussi, hein, cette narration à la première personne qui relate le passé pour se remettre à complètement. Et comme tu dis, voilà, le fait de... Parce que chaque profil est très évident. Tu vois, la vieille matriarche du coup, très maternelle, très, très vénère aussi, très moi, c'est moi qui décide, les gars, serious business. Tu vois le vieux qui se prend très au sérieux, mais qui est quand même super badass. Tu vois le rival. Ben, tu vois tous les profils que tu as déjà vus avant. Donc, si tu veux, moi, je reste pas sur ma fin. Je conseillerais aux gens de l'acheter. C'est très bien. Si vous avez aimé Injustice et Deceased, allez-y. C'est très bon, mangez-en. Tout est bien écrit, tout est cool, tout est vraiment. Moi, c'est comment il fait tenir son rythme qui me fascine, parce que vraiment, tu lis la page, c'est déjà fini, tu vois. Genre, waouh, c'est trop bien, ça va tellement vite, etc. C'est Niclo pourrait en parler de ce numéro, enfin, cette histoire, tu vois. What the fuck? Et ça va tellement vite que vous aurez besoin de prendre de la drogue. Et moi, c'est plus, si tu veux, pourquoi faire cette histoire-là, en fait? Parce que, comme je sais déjà comment il écrit, je sais que je vais m'amuser dans ce qu'il écrit, mais le fait qu'il parte vers l'indé, qu'il fasse un truc bien à lui, je m'attendais à ce que ce soit plus personnel, ou peut-être plus introverti, je sais pas. En définitive, je trouve que c'est un bon complément au Tom Taylor des super-héros. Mais j'attends de voir encore pourquoi est-ce qu'il a voulu justement faire cette création-là, tu vois. Parce qu'en général, quand un auteur quitte, après avoir fait une grosse carrière en major, quitte pour faire de l'indé, il fait souvent des trucs qu'on l'a pas laissé faire avant. Alors que là, quelque part, cette histoire-là, elle aurait pu arriver dans un contexte plus super-héroïque. Oui, mais c'est ses propres personnages, avec ses propres implications, son propre univers aussi. Donc, tu vois, et je pense que le truc, c'est qu'on sait pas ce que c'est, les secrets. C'est ça aussi qui est frustrant, c'est qu'au final, il y a un truc qui s'ouvre, mais est-ce que tu as vraiment perçu qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est la route arc-en-ciel dans Mario Kart. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais voilà, n'importe quoi. Mais il y a vraiment, voilà, on sait pas vraiment quelle est leur nature, parce que tu pouvais très bien penser à la base que, vu que ça était dans une valise, ça pouvait peut-être juste des documents, mais en fait, je croyais ça,
ça va bien au-delà des choses. Je sais pas, le pape d'Italie a couché avec la reine d'Angleterre en 1604, je sais pas, tu vois une connerie comme ça. Ou alors il reste une souche de peste choléra, ou alors il y a un crâne d'alien ou quoi. En définitive, ça a l'air d'être plus métaphysique que ça, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça demande qu'à se développer, et on sera au rendez-vous pour la suite. Parce que c'était franchement une très très bonne introduction. Je pense que en tout cas effectivement, moi j'estime quand même qu'on peut un petit peu rester sur sa fin par rapport à des envies d'univers et de compréhension, mais par contre vraiment c'est ça qu'en termes de personnages, de narration et d'aller de l'avant, c'est quand même super efficace. Donc c'est chez Delcourt, c'est 16,50€ pour ce premier tome, donc voilà, soutenez les créations indé de la sorte, puisqu'elles valent vraiment le coup d'œil. De la sorte. De quoi? Et c'est les créations indé de la sorte? Oui. Tu veux dire les créations qui sont indé, mais de telle sorte? De telle sorte, oui. Ok. De la sorte, ça se dit aussi. Hein. Tout à fait. Bah alors. T'es pas obligé de me reprendre sur ma diction parce qu'elle ne te convient pas. Ah, c'est le soutenez de la sorte qui me. Si je veux parler en vieux François, je le fais. Hein, c'est écoute. Mais tout à fait. Voilà, Séant. J'adore. J'agrée. Je sais plus qu'est-ce que tu peux enchaîner maintenant. Au demeurant, j'adore ça. Au demeurant. Bon, c'est pas non plus du vieux François. Ah, je t'ai vu qu'il y a des gens, ils ont fait. Qu'est-ce que tu. Ok. Ouais, je te jure. Je savais pas. C'est pas grave, Corentin. On termine avec le meilleur pour la fin. Quand même. C'est, j'ai envie de dire, le retour du roi. On va quand même. Le retour du run. Le retour du run aussi. MFK2, le premier tome, Living DMC. On quitte Dark Mix City, mais on retourne à l'univers de Mutafukaz avec l'arrivée du label 619 aux éditions Rue de Sèvres. Donc à l'heure où on enregistre, l'album sort dans 2 jours, puisqu'on va le mettre en ligne aujourd'hui le lundi 24 et ça sort le 26. Et on peut déjà vous dire que voilà, c'est le petit événement de ce début d'année, en tout cas l'un des petits événements, parce qu'il y a quand même pas mal de choses très chouettes qui sortent. Il faudra refaire un petit point là-dessus, mais le retour de la brigade chimérique, Low Reader, justement aussi au label 619, Yojimbot qui revient. Et par exemple, MFK2, donc des années après avoir quitté cet univers, on a quand même eu quelques spin-offs. On avait eu Puta Madre pour raconter les origines de El Diablo. On avait Loba Loca pour revenir sur pas pour revenir, mais pour découvrir le personnage de Guadalupe. Mais les deux étaient pas dessinés par Run. Non, c'est ça. C'était à chaque fois lié au scénario, mais ce n'était pas Run au dessin. Comme pour 86. Voilà. C'était déjà une sorte... Le 3e spin-off, ouais. Alors, eux l'ont pas présenté comme ça, mais c'était déjà aussi une façon de retrouver l'univers de Muta dans un contexte différent que celui du Far West, mais qui était une histoire très proportionnelle. Enfin, au début. Ouais, avec une conclusion qui n'a absolument rien à voir et qui était quelque part une façon de dire au revoir à ces personnages chez Ankama pour leur permettre d'avoir un nouveau départ. C'est ça, littéralement. Qui est MFK2, du coup. Voilà, aux éditions de Rue de Sèvres. C'est beau. Alors, on se retrouve dans la même temporalité que dans celle de Loba Loca. Donc, c'est environ 7 ans après les événements, les terribles événements de Dark Mid City, quand les machos, donc ces extraterrestres cachés sur la face sombre de la Lune, avaient vraiment voulu mettre en action leur plan de bataille pour conquérir le monde et qu'ils avaient pu être repoussés grâce aux efforts conjoints d'Angelino, de Vince, de la Lucha Libre, enfin des lutteurs. Des lutteurs. Et ma foi, avec aussi une belle tempête de neige qui a bien sauvé la mise à tout le monde. Et donc, voilà, des années plus tard, on pourrait croire que les choses sont revenues à la normale. Voilà, Angelino travaille dans un restaurant de sushi. Pardon, c'était Lucha Ultima que tu cherchais ? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc Angelino travaille dans un resto de sushi, fait de la livraison. La ville Dark Mid City, ça va a priori mieux, ça c'est même un petit peu gentrifié. Et puis survient un événement qui va pousser Lino et Vince à quitter la ville. Ils vont être un petit peu, on va dire, recherchés par beaucoup de gens. Donc ils vont prendre un van et entamer un gros trip pour aller un petit peu on ne sait où. Puisque au départ, voilà, l'idée c'est surtout d'aller retrouver leur pote Willy qui est toujours en vie également. Mais voilà, le van, c'est la liberté, c'est l'envie de crapahuter sur les routes des États-Unis. Et au travers de ça, en fait, Ron va tout simplement, et ça, je pense l'affirmer sans trop me tromper, en s'inspirant de ses propres voyages, puisqu'il est allé aux États-Unis, puisqu'il a fait des road trips de ce genre-là, et il va nous dresser un portrait de ce qu'est l'Amérique, enfin une certaine partie de l'Amérique d'aujourd'hui, mais aussi un petit peu décrypter les mots qui rongent, on va dire, nos sociétés modernes, notamment vis-à-vis de l'utilisation
des réseaux sociaux, de ce que c'est l'information, parce qu'il y a toujours eu aussi ce rapport au complot et aux conspirations depuis les tout débuts de Moutafoukaz. Et donc, en fait, c'est un peu une actualisation de ces thématiques aux heures de 2021-2022. C'est très, très ancré dans ce présent-là. Alors, peut-être qu'en 2040, ce sera peut-être pas aussi parlant, mais en tout cas, clairement, à lire aujourd'hui, à l'heure où ça sort, à l'heure où ça sort. Ouais, à l'heure où ça sort et pas à l'heure où ça sort, parce que ça n'a rien ça ne veut rien dire. L'heure de sa sœur aussi. C'est ça. À l'heure où ça sort, voilà, c'est quand même très très ancré dans son présent. Et ma foi, moi j'ai trouvé que c'était évidemment hyper réussi. Corentin, je sais pas si tu veux un petit peu donner ton avis et puis je développerai après. Il y a le même rapport de différence qu'il y a entre le premier tome de Moutafoukaz et ce Moutafoukaz 2, ce même MFK2, qu'il y aurait entre un GTA 3 et un GTA 4, voire un GTA 5, par rapport au côté... On est toujours là pour s'amuser. Le but, c'est toujours de raconter la vie de petits personnages un peu absurdes, même si ils ont pris beaucoup de sérieux avec le temps, et 86 en est la preuve concrète. Mais le monde lui-même a changé, et on n'attend plus la même chose, déjà en tant que créateur, je pense, et en tant que lecteur, de ce que peut raconter ce genre d'histoire très américaine. Parce que Ron, c'est quelqu'un qui, justement, fait des trucs très américains, qui est fasciné par ça, et c'est pour ça, je pense que le retour au Far West était un truc assez intéressant avant de reprendre dans la modernité, et une modernité vraiment très moderne, puisque effectivement, comme tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux, mais pas que, hein, il y a TrueTube, qui est le YouTube de l'univers Mouta, il y a Alex Jones, il y a Quanon, qui est Omega, en l'occurrence Q et Omega. Il y a Archie qui est devenu Donald Trump. C'est ça, il y a Trump qui est Archie Krupp. Il y a, on va dire Obama, mais bon, c'est en l'occurrence... Et Oprah aussi. Voilà, enfin, on va pas détailler tout ce qu'il y a. Non, mais en fait, c'est cette espèce de condensé de pop culture qui est canalisé dans le canal, on va dire, complotiste extrême droite. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a finalement la pandémie et pas forcément le truc le plus... Enfin, ça n'existe pas, quasiment pas dans cet univers-là. Mais on a quand même toutes les thèses et toute la pensée moderne de Twitter, des réseaux complotistes, alt-right, etc. Du militantisme de gauche aussi. Voire même de la folie, en fait, qui découle de ce militantisme, parce qu'on a des survivalistes en secte, platistes et compagnie. Enfin, ça va très très loin. En fait, c'est un petit peu comme le volume Bad World de Warren Ellis, qui justement était déjà, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était Comics Initiative qui avait édité ça avant l'affaire Warren Ellis, qui était un bouquin qui était sorti chez Avatar et qui compilait en fait tout ce que Ellis avait trouvé sur internet. Comme fait divers plus glaçants les uns que les autres. Et toutes les bizarreries des gros tarés du web qui avaient été canalisés et mises ensemble. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va prendre grosso modo tout ce qui fait le complotisme moderne, même au niveau politique, avec justement les relations entre les États-Unis et la Chine, les programmes spatiaux X ou Y, les expériences de la science. C'est quasiment une sorte de... C'est grosso modo si les mecs qui ont fait les Simpsons avaient décidé de faire Watchmen, parce que t'as vraiment des références d'ailleurs, t'as une référence explicite à Watchmen et le côté politique troisième mandat et tout, pour en fait transcrire l'angoisse, on va dire, d'un présent qui vraiment ne ressemble plus à rien, où en fait le monde maintenant c'est South Park, ça y est, on a perdu. Et les gros tarés d'extrême droite ont table ouverte tous les jours parce qu'on a réussi à se connecter à eux via nos appareils. On a aussi une évolution dans la relation entre Lino et Vince, quand même. Donc, comme tu l'as dit, voilà, donc il y a la gentrification de la Californie, donc de Dark Mid City. On voit que leur quartier maintenant, il y a des petits bars à étudiants, des petits tattoo shops et tout. Même leur appart, il est toujours en bordel, mais c'est pas autant la zone qu'à l'époque, c'est pas aussi crasseux, c'est pas aussi crado. La limite, les cafards sont vraiment juste des animaux domestiques et plus du tout une infestation causée par l'hygiène et les conditions d'hébergement. On a aussi des explications par rapport au lore général de Mouta, par rapport à l'autre personnage qui était justement Vince. J'avoue que je n'ai pas vu venir ça du tout. Donc c'est plutôt cool. C'est cool d'avoir des explications 10 ans après, plus de 10 ans après. Parce que ça, c'est un truc qui m'avait toujours choqué dans le premier Mouta. Et en général, d'ailleurs, on voit que c'est choquant d'avoir un petit gars avec une grosse tête noire et des yeux énormes qui se balade au milieu de la rue. Bon, alors à la limite, tu pouvais dire que c'était juste une licence poétique. Et en fait, après, dans la suite de la série, tu comprends que non, il est vraiment bizarre et tout. Par contre, son pote qui est juste un crâne en feu qui est toujours en train de transpirer et qui est toujours en feu et les gens le voient passer dans la rue, c'est normal. Tout va bien. Après, Willy, c'est une chauve-souris et puis... oui, ça, alors, du coup, il faudra peut-être des explications à terme là-dessus aussi. Mais là, c'est interrogé. C'est que même, ils disent bien quand même que les gens le voient plus juste comme un petit bonhomme, mais ils le voient vraiment comme une chauve-souris qui déambule, quoi, avec son appareil dentaire. Donc, il y a vraiment je pense,
je vais pas dire que c'est l'album de la maturité parce que ça veut rien dire, il y a pas d'album de la maturité, mais c'est vraiment un album par contre, il y a une évolution du parcours voilà, de l'auteur clairement dedans. Qui sent vraiment un truc plus réfléchi, pas forcément plus angoissé, mais plus conscient justement de ce qu'il peut faire de son univers. De la même façon, tu vois, ça commence un peu pareil parce que t'as une grosse scène de baston au début. Et là, tu vois quand même que Lino, il a power up, hein, il a vraiment pris des points d'expérience, tu vois. Maintenant, il est vraiment très fort à la baston, il y a plus de transe comme il y avait avant, c'est vraiment juste, il est très fort et c'est tout. T'as aussi davantage de générosité dans l'absurde, c'est-à-dire que là vraiment dès le tome 1 il va vers les bites apparentes, il va vers des doubles pages voilà de complots qui répondent à des complots on sait que Ron regarde vraiment ce qui se passe sur internet pour concevoir ces trucs, et là franchement il y a des machins, mais pareil c'est comme à la Doggy en fait, les pages de lore on va dire, ou les pages de métafiction où tu sais il te met vraiment un faux site d'achat de camping-car. Et les commentaires, c'est même pas des vannes en fait, c'est vraiment des commentaires que des mecs auraient pu laisser. Mais je pense que c'est des vrais commentaires qu'il a récupérés, c'est sûr. Mais oui, avec les fautes d'orthographe, avec machin, etc. Et si tu dis, mais c'est même pas un sarcasme, ça c'est vrai en fait, tu vois. C'est vraiment un décalque de ce que pourrait être notre monde. Et bon, alors après, à la fin du tome, je vais pas dire ce qui se passe, mais ils vont vers un autre endroit des États-Unis qui est très connu pour justement, je pense, parler d'un truc encore très, très identifié comme justement la culture américaine dans ce cas-là de plus vicieux, crasseux ou même plus cinématographique. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais dans l'ensemble, ouais, au niveau du graphisme aussi, c'est... je dis pas que c'est très différent, en fait, tu sens que pareil, il a une aisance maintenant dans le trait pour poser ses personnages, c'est beaucoup plus chargé, c'est beaucoup plus généreux que les premiers tomes de Muta. La mise en couleur aussi est super différente, je trouve. Vraiment, là, il fait un travail assez différent de l'époque. C'est moins du jauni, c'est moins un clip de hip-hop, c'est moins... c'est moins grindhouse en fait, tu vois, là c'est vraiment plus moderne, c'est comme si un grand réal qui est filmé en 35 passe à la couleur numérique, tu vois, et tu vois vraiment la différence, la finesse du trait, la finesse des ombrages, des éclairages. Il y a un énorme boulot qui fait là-dessus, c'est toujours aussi chargé de détails. Quand un personnage reçoit un texto, on le voit à l'écran. Et puis c'est toujours aussi débile parce que tu vois typiquement là, la scène de combat au début avec la cuisine en mode les plats de sushi qui déroulent et tout, ouais, il déchire en cuisine, etc. Ça c'est génial quoi. Et bon, après, moi, je suis un peu vendu au truc parce que je suis un mec de gauche, ou en tout cas, je déteste l'extrême droite comme tout un chacun, je pense. Du coup, de voir tout ça et ce côté, on leur met des grosses rafales dans la gueule, ça me fait très plaisir, forcément. Même si je trouve qu'ils sont pris de manière très humaine aussi, enfin, c'est pas juste un bouquin militant, quoi. Ils donnent une parole aux platistes, par exemple, ils les laissent dérouler leur truc et inexplicablement, c'est touchant, tu vois. Non, ça veut dire que c'est très politique dans le sens où ça parle énormément de choses politiques, mais ça prend pas de parti en fait parce que justement, enfin, forcément t'as des personnages odieux qui vont prendre cher, mais il est pas en train de en fait de leur apposer forcément un jugement en fait sur. Par contre, clairement il s'exprime en fait, c'est juste que c'est des personnages qui va s'exprimer et qui va laisser s'exprimer sans forcément que Vince ou Lino leur dise justement ouais mais t'es complètement fou. Je trouve même que t'as le dialogue de Vince avec certains platistes ou avec Willy par rapport voilà des trucs on va dire qui moi me semblent complètement absurdes sur des délires créationnistes on va dire ou des choses comme ça où bah en fait tu entends la chose et t'as pas non plus forcément une leçon de morale de la part des personnages qui sont censés être on va dire dans la raison. Mais c'est là que moi le rapport avec l'univers GTA je trouve toujours aussi intéressant parce que déjà à l'époque c'était Sullivan qui avait dit que Mutafukaz mériterait un GTA-like en fait. Et j'étais super d'accord avec lui parce que t'avais les triades, t'avais les gangsters du hood, etc. Là quelque part t'as aussi la même chose mais c'est encore plus politique, comme justement GTA 5 qui vraiment commençait et GTA 4 surtout, mais GTA 5 qui commençait à parler un petit peu de la corruption dans le FBI et tout, et des rednecks. Et tu voyais, tu jouais un vrai redneck taré, tueur en série et tout, et entre guillemets, les joueurs avaient le choix de s'attacher à lui ou pas, tu vois. Là, c'est pareil, parce qu'effectivement, c'est très riche, c'est très politisé, effectivement, mais c'est quasiment que de la réalité, en fait, ce qu'ils mettent dedans. Tu vois, il y a pas d'exagération, il y a pas de satire, en fait, c'est tout ce qui est là-dedans. Alex Jones, il existe vraiment, Conan, il existe vraiment, leur théorie existe vraiment, il y a vraiment eu des tueries, le Sushi Gate, c'est le Pizza Gate, tu vois, enfin... ce qu'il y a de plus bizarre en fait là-dedans, c'est les machos, c'est le petit bonhomme à tête ronde et son pote. Justement, ouais, et ce sera peut-être le seul écueil, on va dire, qu'on peut trouver à l'album, c'est que par rapport à. En fait, vu que c'est quand même c'est une carte postale, hein, ce premier tome, en tout cas, c'est une carte postale d'une partie de l'Amérique, en tout cas, et de notamment, alors pas forcément des gens laissés pour compte, mais des gens auxquels on s'intéresse peut-être moins, tu vois, ou de gens qui représentent de véritables curiosités, et parce qu'ils s'attachent vraiment en fait à faire cette carte postale par le prisme du road trip, t'en oublies un petit peu certains éléments qui font partie de l'essence de Mutafukaz, tu vois. Et c'est-à-dire que bon,
on va dire que les machos sont assez peu abordés au final, même si le reste, il y a quand même des renvois au premier arc de Mutafukaz. L'univers vit, il y a des clins d'œil à pas mal de choses. Alors il y a même des clins d'œil à des gens qui vivent dans notre monde, hein, comme il l'avait montré sur Twitter, mais il y a une double page superbe de Dark Knight City au début où tu vois une pub pour un avocat qui est le personnage de David Goodenough des vidéos du joueur du grenier. Donc voilà, il y a pas mal de références aussi. Je trouve que justement il dose assez bien le fanservice par rapport à l'univers, en tout cas l'univers de Mutafukaz. Mais c'est vrai que si tu voulais plus de machos, plus de lucha, de nouveau de la lucha libre, tout ça, il va y avoir un certain manque en fait. Et en même temps, tu vois, et moi c'est ce que je me suis posé la question, j'ai envie de dire, et en même temps c'est le piège, tu vois, c'est le piège dans lequel il serait tombé, parce que si tu y vas avec le premier arc en tête et que tu dis ouais bah coup des extraterrestres, des montres religieuses géantes, des lutteurs et voilà et beaucoup de bastons, et qui te le donne, je serais content parce qu'il sait bien le faire, mais en même temps t'as pas envie de te reposer sur tes acquis, t'as pas envie de faire Mutafukaz en fait 2.0. C'est même le titre a changé au final, c'est MFK. Ouais. MFK. Bon, alors, après t'as quand même une double page où t'as encore le graphe Mutafukaz avec les gens derrière. Mais il faut, en fait, tu peux pas faire que ce que tu connais déjà, parce que sinon c'est tomber dans la facilité. Et je pense même que, de toute façon, on en discutera forcément au podcast avec Ren aussi, #clin d'œil. Mais voilà, j'imagine que quand t'as passé quand même tant d'années sur cet univers, tu vas pas refaire la même chose. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, je pense que lui, il a dit tout ce qu'il avait à dire sur ce côté. Encore que c'est qu'un tome 1, hein. Il y aura peut-être des trucs. Oui, et moi je pense qu'on sera surpris sur la suite. Enfin, c'est évident. Les règles de l'univers sont encore là, quoi. Mais, de toute façon, voilà, il a pris du galon en tant qu'individu, en tant qu'éditeur aussi. Il a pu canaliser une partie de ses obsessions pour la lucha et dans Puta Madre et dans Loba Loca. Même si Loba Loca, pour moi, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs, lui, était plus réaliste pour moi déjà. C'est qu'on quittait quand même peu à peu le côté, tu peux croiser un mec avec une tête de Daffy Duck au coin de la rue, et voilà. Il y a plus quand même un catcheur à tête de tigre, quoi. Il y a plus pareil, il y a plus les visions de Lino, qui était l'un des éléments qui servait de rupture de réalité au début, tu sais, où t'avais les pages. T'en as une ou effectivement, c'est peut-être le seul truc qui m'a un peu manqué, c'est que graphiquement, après le dessin est ultra solide, mais c'est vrai qu'il y a plus ces expérimentations. En fait, il y a moins de changements de style qui arrivent. Mais quelque part, moi, je te dis, ça me va au sens où. Mais tu passes plus du plein couleur, voilà, numérique, machin, du noir et blanc, du style manga, et ce genre de choses-là, c'était quand même chouette aussi. C'est comme Singelin qui, après Grosserie, commençait à faire des trucs plus. J'allais dire naturaliste, non, pas exactement, mais tu vois, Loba Loca, on pourrait quand même considérer que si t'étais fan de The Grosserie pour le côté, les personnages en mode gros haricots géants, etc., tu vois, ça n'existe, ça n'existe plus vraiment. Et avec 86, il y a eu aussi ce moment où il a pu revenir à des trucs plus simples, et enfin, tu veux dire, pas avec le grand plan politique des États-Unis et tout. Donc pour moi, en fait, non, ça me manque pas. Enfin, c'est pas un reproche que je ferais. Je comprends ce que tu dis, mais à mon avis, en fait, déjà, il y aura toujours Doggy, Low Reader. Merde, merci, je suis trop nostalgique. Le Reader qui servira toujours aux expériences un peu absurdes et aux trucs un peu plus déconnectés de la réalité. Là, moi, je trouve ça vraiment agréable de voir un auteur qui se dit, voilà, bon, j'ai fait ça à une époque, je l'ai fait pour telle raison. Qu'est-ce que je pourrais dire de nouveau sans justement tomber dans l'auto-fanservice? Ouais, c'est ça. Et comment utiliser mon univers pour parler de trucs qui m'intéressent aujourd'hui. Et en l'occurrence, je trouve que c'est quand même assez bien fait. On a effectivement perdu un truc, mais c'est pour ça que le 2 est important. Tu vois, c'est pas un Muta tome 6, c'est pas un Muta all over again, tu vois, c'est vraiment un truc où, en gros, le monde a changé, et lui, il se dit, mais je vais adapter mon univers à ce truc-là. Et ça me paraît assez fluide dans l'exécution. Je me suis quand même marré à 2-3 moments, tu vois, parce que j'ai un humour bizarre. Mais non, moi, je trouve que c'est un très bon début de série. Au niveau des reproches, je réfléchis après, voilà, si on était fan de l'ancienne mise en couleur, on peut considérer que effectivement les scènes d'action, on peut aller plus loin encore, on peut bourrer plus fort. Ouais, et encore, enfin, c'est ça, c'est on va dire que dans tout ce voyage et dans ces discussions qu'ils ont et dans ces rencontres et tout, t'as un peu l'impression que pour moi, t'as un peu une forme de ventre mou au milieu, au final, mais comme tu l'aurais dans plein de films par exemple, mais aussi parce que justement dans l'introduction, moi je trouve qu'il te met quand même une scène, une scène de bagarre qui est hallucinante en vrai, elle est ultra vénère, elle est ultra, justement, petite chemisette de lino là. Voilà, non, elle est vraiment ultra vénère, et c'est vrai que quand t'as un démarrage comme ça, forcément après, vu que tu retrouves pas autant on va le dire, je crois que tu retrouves pas autant d'action forcément après, tu te dis, ah mince, mais quand c'est ce que ça redécolle, mais bon voilà, c'est un premier tome, il y en a 2 autres qui arrivent après, on sait pas ce qu'il a comme suite aussi, tu vois, mais moi je trouve que c'est super intéressant en fait.
de pouvoir aussi se reposer en fait, d'être vraiment dans le voyage et d'être en fait même dans une forme d'invitation à la curiosité ou avec un auteur qui vous dit bon bah voilà ce que moi j'ai vu, ce que moi je vois aussi par le numérique, mais aussi parce que je suis allé aux États-Unis, parce que j'ai fait ce road trip en fait, et bah t'as envie de t'y intéresser aussi. Enfin, moi, j'ai aussi envie d'aller sur ces routes et de voir les gens bizarres qui les peuplent. Tout à fait. Puis t'as toujours cette espèce de générosité dans les ruptures de narration par l'objet, on va dire. L'objet, je sais pas s'il y a un nom pour ça, tu sais, quand un auteur, en fait, il bloque son histoire et il te met une page Wikipédia ou un truc comme ça. Une affiche de film. Voilà, ce qui est l'école 619 depuis les débuts, qui est là et encore assez présente. Et donc je vais le dire, pas qu'Arnaud ait à le faire lui-même. Oui, il y a une référence à Arnaud Kikou Podcast à la fin du volume. Voilà, c'est un petit hommage rendu au garçon qui est en face de moi, qui a fait les podcasts, les chroniques de Doggy Bags et qui prépare le Moutafoukast. Et dans l'ensemble, voilà, même au niveau du design, l'album il est très bien. Les intérieurs, c'est sur le côté un peu tatouage, les logos et tout. Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir des albums aussi généreux. Et ça, encore une fois, c'est l'école 619. Ouais, c'est clair. Pour le début d'année, on a quand même une position qui est forte. Non, moi j'ai kiffé en fait. Je te le dis comme je le pense. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Voilà, vous l'avez entendu, on est complètement corrompu et à la solde de la chose. Alors, juste, Arnaud n'avait pas été prévenu quand il a écrit sa critique, ou voilà, qu'il y avait cette référence-là. Il n'y a pas d'entente cordiale. Clairement, c'est. Je te mets un logo, tu me files une grosse note. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas ça. Et c'est même Maron qui me l'a montré, parce que j'avais même pas forcément vu passer. Bravo. Tout de suite, quoi. Écoute, ça valait pas le coup, hein. Fais pas attention forcément à faire plaisir aux gens. C'est pas dans la BD, c'est dans le cahier bonus, on va dire, sur la fin. Mais il y a plein d'autres personnes d'ailleurs. Il y a plein d'autres personnes qui sont, qui en fait, qui s'amusaient à faire des fausses pubs parce que c'est des gens, voilà, avec qui il a pu discuter ou qui l'ont soutenu depuis le début. Donc vous savez quand même depuis le temps que vous nous écoutez que on est en kiff sur Moutafoukast, donc on n'est pas du tout déçu de ce premier tome, donc qui est à débarquer au label 619 chez Rue de Sèvres, et on vous parlera bien entendu des deux autres sorties de ce début d'année, donc avec le Low Reader et le dernier tome le 7e tome déjà de Freak Squill. Donc c'est Funérailles, pardon, de Freak Squill Funérailles. Donc voilà, c'était un début très prometteur pour MFK2. Bah ouais. On a carrément envie d'avoir la suite. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre. Mais en attendant, vous pouvez vous jeter dessus sans aucune hésitation. En plus, voilà, c'est toujours un tarif très intéressant aussi, 16,90 €. Donc, pareil, ça c'est cool de voir qu'avec Rue de Sèvres, l'agressivité des propositions en termes de tarifs est toujours là. Donc, voilà, tout simplement, achetez-le et lisez-le. Sinon, moi, je vous le prête au pire. Je m'en fous. Voilà, si vous voulez. Mon album, je vous le prête tant que vous me le rendez après. L'important, c'est que vous puissiez découvrir cet univers. Et d'ici là, on en termine pour ce podcast, Corentin. Ouais. On en refera d'autres, bien entendu, des back issues VF et VO et tout ça, puisque voilà, il faut qu'on vous parle de comics qu'on a lu, parce qu'il y a plein de choses chouettes qui sortent en ce moment. C'est un bon début d'année du point de vue de la bande dessinée. Le reste, voilà, précisons-le quand même. À quoi tu penses? Non, je ne pense à rien, je ne pense à rien, Corentin. On vous rappelle que pour les back issues, notamment dans la description de ce podcast, il y a des petits liens si jamais vous n'avez pas peur de commander en ligne, qui vous permettent d'aller chez nos copains et partenaires de Comics Zone à Lyon, qui font un service impeccable et à qui on fait beaucoup de bisous. Et si vous commandez par chez eux, ça nous permet également d'avoir un petit truc d'affiliation. Donc ça permet de soutenir le podcast en même temps qu'une boutique indépendante. Faire d'une pierre deux coups, est-ce que c'est pas ça quand même ce qui est chouette dans la vie? On espère, voilà, que ces émissions, elles vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu ou ce que vous comptez lire. Est-ce qu'on a réussi à vous intéresser à l'une de ces œuvres chroniquées? Eh bien, on l'espère. Vous pouvez au moins Batman Ego et MFK2, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, c'est ça. Clairement, là, c'est les deux must-have de cette émission. Et on espère en tout cas que les émissions continuent de vous plaire. Vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui compte le plus. C'est ce qui nous permet de survivre dans la jungle du web. Et puis, nous avons également une page Tipeee ouverte si vous voulez apporter un petit effort financier pour assurer notre pérennité. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!